bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de virilité, d'inflammation et de collation minceur. Donc bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout s'est bien déroulé pour vous et que vous avez pu faire votre sport, etc. Ça y est, les températures baissent un peu partout, y compris dans le sud. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile, j'imagine, de s'entraîner également pour vous. Alors, avant de démarrer l'épisode, sachez que avant-hier même, vous avez certainement manqué, si vous n'avez pas ouvert votre boîte mail, le contenu que j'ai proposé qui s'appelle un entraînement intelligent en musculation et cardio. Donc un programme basé sur les études scientifiques qui offre des conseils pratiques pour maximiser la prise de masse, la force, mais surtout le mental en fait. Et donc je vais vous dire rapidement ce que vous allez retrouver dedans, donc comment optimiser chaque séance d'entraînement pour maximiser les gains tout en minimisant le risque de blessure, l'impact de la vitesse de répétition sur vos résultats en musculation, la fréquence d'entraînement optimale pour maximiser la force, comment choisir le type de cardio adapté à vos objectifs, les techniques pour cibler efficacement les muscles abdominaux, donc une méthode pour faire les abdos. Vous allez voir juste, c'est une position particulière pour vraiment augmenter le travail de la sangle et l'épaisseur des muscles au niveau des abdos. Donc les avantages et inconvénients des étirements avant l'entraînement et plein d'autres astuces. Voilà, donc c'est une mise à jour des entraînements. C'est pour ça que j'appelle ça entraînement intelligent en muscu. C'est de manière à vous faire upgrader un petit peu votre façon de vous entraîner au lieu de faire toujours la même chose depuis des années et des années ou des mois et des mois si vous démarrez il y a peu de temps. Si vous avez démarré il y a peu de temps, pardon. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans les notes de ce podcast que vous retrouverez sinon sur mon site www.fitnessmith.fr, sinon sur votre boîte mail. Dans votre boîte mail, vous aurez toutes les informations si vous êtes abonné à ma newsletter. Voilà. Alors le premier sujet du jour, c'est les B contre l'inflammation et l'ostéoarthrite. Alors c'est un terme qu'on n'utilise pas forcément de cette façon-là en France, en tout cas. Enfin l'ostéoarthrite, on ne l'entend pas souvent, pas sous ces termes-là. On a d'un côté l'ostéoporose qu'on connaît beaucoup, dans le discours populaire, et l'arthrose ou l'arthrite qu'on entend également. Mais l'ostéoarthrite, on l'entend moins conjugué comme ça. Donc les baies, c'est les baies sauvages, les petites baies. Vous savez les fruits rouges, les myrtilles. Vous avez les mûres, les fraises, les petits fruits comme ça que vous entendez souvent dans les modes alimentaires type paléo. Certains régimes keto et également la diète méditerranéenne, même si c'est pas là-dessus qu'on se concentre essentiellement. Bon, selon une étude récente publiée sur je vous donnerai le lien parce que là j'ai pas le lien direct, c'est Nutrition Fact, mais bon, c'est pas le lien de l'étude directement. Les baies pourraient être une arme puissante contre l'inflammation et l'ostéoarthrite. Donc les anthocyanines, pigments colorés présents dans les baies, sont associés à des effets anti-inflammatoires. Et une expérience a montré qu'après 6 semaines de consommation quotidienne, donc de smoothies aux myrtilles, les gènes de l'inflammation étaient désactivés chez les participants. De plus, les myrtilles ont démontré des avantages pour la récupération de la force musculaire, particulièrement utiles pour les athlètes. Les fraises, quant à elles, ont non seulement inversé la progression des lésions précancéreuses, mais ont également réduit de 18% le niveau de protéines C-réactives, un marqueur de l'inflammation systémique. Pour les patients atteints d'ostéoarthrite, la consommation de fraises a entraîné une réduction significative de la douleur et de l'inflammation. Et en conclusion, l'ajout de baies à l'inflammation pourrait avoir un impact majeur sur la douleur, l'inflammation et la qualité de vie, en particulier chez les adultes obèses souffrant d'ostéoarthrite. Donc c'est l'ajout de baies à l'alimentation. J'ai dit l'inflammation, je me suis trompé. Donc l'ajout de baies à l'alimentation. Bon,
je sais pas comment vous les consommez. Alors, sous forme de smoothie, ça dépend ce que vous allez mettre dans votre smoothie. Le problème des smoothies, c'est toujours la même chose. Alors moi, je suis pour la consommation de baies sauvages. J'ai pas attendu cette étude pour en consommer. Les myrtilles, moi, c'est surtout les myrtilles. Les framboises aussi, j'adore ça, mais c'est surtout les myrtilles que je vais consommer. J'ai pas attendu cette étude pour le savoir, mais c'est vrai que les smoothies, il y a du pour et du contre. La première chose, c'est savoir ce que vous allez mettre dans votre smoothie. Si vous faites un smoothie avec, je sais pas moi, si vous le tolérez, avec un petit peu un yaourt riche en probiotiques que vous faites vous-même, ou alors un fromage blanc light, enfin light, pas light comme on l'entend, mais on va dire pauvre en graisse, ou alors même directement à l'eau, pourquoi pas. Ça peut le faire. La problématique des smoothies, c'est toujours la même chose, c'est que vous allez apporter un apport massif de fructose, de fruits, il y a un peu de glucose aussi dans les fruits, mais vous allez apporter un apport massif, on va dire, de sucre, alors que sous forme solide, déjà vous auriez mangé moins de fruits, puisqu'il faut le mâcher, il faut le digérer, ça remplit l'estomac et tout, et là, le temps de digestion est un petit peu plus ralenti. Là, c'est quelque chose de liquide et plus massivement absorbé. Donc, moi, je suis pas fan des smoothies, sauf si vous arrivez vraiment à vous réguler sur les quantités que vous allez mettre. C'est-à-dire que vous êtes capable de faire un smoothie avec la même quantité de fruits que vous auriez mangé sous forme solide. Si c'est comme ça, à la limite, pourquoi pas. Après, si vous ajoutez une dose de myrtille ou de fruits rouges ou de petites baies comme ça, sensiblement les mêmes que vous auriez mangé sous forme solide, et que vous compensez pour avoir un petit peu plus de matière, je sais pas moi, avec des épinards, des choses comme ça, pourquoi pas. Mais de vous faire un smoothie en mode petit déjeuner où vous allez mettre, comme ceux qui se font des jus d'orange, ils mettent 3 oranges pour un verre, non en fait, parce que là ça devient déraisonnable, même si évidemment ça dépend de la diète autour, mais ça reste, moi, il me semble, enfin, c'est pas il me semble, c'est j'en suis sûr même, que d'apporter comme ça, de surconsommer des fruits, c'est pas non plus une bonne idée, quoi. Mieux vaut consommer les doses qu'il faut. Voilà. Et les doses qu'il faut, c'est assez facile à savoir, c'est, quand on les mange sous forme solide, c'est comme une pomme. Vous mangez une pomme, bon, après une pomme, ça va, quoi. Vous allez pas en manger 2, 3, 4, sauf si vous êtes hyperphagique ou boulimique ou complètement dénutri. Voilà. Bref, ceci étant dit, c'est une super information parce que là, il parle chez les personnes obèses. Et les personnes obèses, on sait qu'elles souffrent d'une forme d'inflammation. L'inflammation, c'est également quelque chose qui se retrouve dans la dépression, mais également dans tout un tas d'autres pathologies. Et d'essayer de réguler ça, même des pathologies, on va dire, je sais pas comment on dit, dermatite ou dermatique, ou je sais pas, enfin en tout cas sur la peau, maladie de peau, etc. C'est souvent lié aussi à de l'inflammation. Donc, de voir que par un apport régulier comme ça en petites baies sauvages, ça peut le faire. La problématique dans la consommation des baies, c'est la régularité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais bon, quand on mange de saison, on peut pas en avoir tout le temps. » Et là, c'est la magie du progrès. C'est le surgelé en fait. Je sais que les gens n'y pensent pas souvent, pas de manière automatique, parce qu'ils se disent « Oh là là, si c'est surgelé, c'est chimique, c'est pas naturel, etc. » C'est faux, hein. Il faut savoir une chose, c'est que les produits surgelés sont souvent des produits, alors les produits bruts, pas les produits transformés, mais les produits bruts, par exemple des myrtilles, des framboises, des épinards, des brocolis, des trucs comme ça. C'est une très bonne source de végétaux. Il n'y a pas de problème, hein. Surtout que c'est très souvent récolté au moment du pic de production, donc en pleine saison. Et parfois, vous allez vous retrouver à avoir des aliments plus, entre guillemets, frais que du frais qui a été transporté, pesticidé, génétiquement modifié pour qu'il tienne à toutes les saisons, quoi. Donc voilà, du bio surgelé, c'est très bien. Surtout si vous avez envie de consommer des baies toute l'année, ça vous permet d'en avoir un petit peu tout le temps. Malheureusement, si on avait des aliments aujourd'hui qui nous permettaient d'avoir un apport vitaminique égal à ce qu'on pouvait avoir avant, si on n'avait pas des eaux et des sols complètement pollués et tout, on n'aurait peut-être pas le besoin de consommer ces aliments-là. Je sais pas, hein. Moi je sais que des hypothèses, mais je suis pas le seul à partager ce point de vue-là.
Donc voilà pour la petite liste de courses. Mettez là pour la rentrée dans l'hiver, là mettez des baies surgelées ou pas, ce que vous allez trouver sur votre liste de courses. Là on arrive sur la fin des murs. Hein. Tranquillement on va arriver sur la fin, mais si vous avez des forêts proches de chez vous, vous pourrez peut-être en trouver encore un peu. Normalement c'est la fin de l'été, mais vous pourrez peut-être en trouver encore un petit peu. Donc les amandes pour maigrir, deuxième sujet. Donc une étude récente publiée dans le journal Obesity a examiné les effets de l'inclusion d'amandes dans un régime énergétiquement restreint par rapport à des encas riches en glucides. Donc l'étude a duré 9 mois et a été divisée en 2 phases. Une phase de perte de poids de 3 mois, suivie d'une phase de maintien de poids de 6 mois. Les participants âgés de 25 à 65 ans et présentant un surpoids ou une obésité ont été répartis au hasard dans 2 groupes. Un régime enrichi en amandes, donc AED, et un régime contrôle sans noix, donc sans amandes, NFD. Les résultats ont montré que les 2 groupes ont perdu du poids pendant les 2 phases, avec des améliorations similaires dans la composition corporelle et les paramètres cardio-métaboliques. Cependant, le régime avec les amandes a entraîné de meilleures améliorations dans certaines sous-fractions de lipoprotéines, ce qui pourrait réduire davantage le risque cardiovasculaire, donc les pathologies cardiovasculaires. Cette étude suggère que les amandes peuvent être intégrées dans un régime de perte de poids sans compromettre les résultats pondéraux ou cardio-métaboliques. Alors pourquoi les gens ont fait ce genre d'études? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le grand public non informé. Le grand public non informé pense que tout ce qui est gras fait grossir et que tout ce qui est gras est à mettre au même rang. C'est-à-dire qu'ils vont mettre le beurre, le saindoux, l'huile de tournesol, l'huile de friture, l'avocat, le saumon, les amandes, le jaune d'œuf, l'huile d'olive, tout ça en fait dans la même catégorie, les graisses qui sont nocives. Voilà, pour eux, il n'y a pas de... C'est une façon binaire de voir les lipides. Après, il y a une deuxième catégorie, ceux qui savent qu'il y a une différence. Donc, vous en particulier, moi, on sait tous qu'il y a une différence entre les différents types de graisses. Mais il y a quand même une certaine résistance à en consommer quand on souhaite faire un régime. Est-ce que oui ou non, on peut manger des amandes en collation? Bon, ce que ça montre là, c'est que si vous êtes en hypocalorie, de toute façon, amande ou pas amande, le poids va descendre. L'avantage de choisir des amandes plutôt qu'une collation glucidique, c'est que il pourrait y avoir de meilleurs résultats sur les paramètres cardio-métaboliques. Donc c'est là où ça devient intéressant, puisque la santé cardiovasculaire, c'est quand même plus intéressant à maintenir sur le long terme qu'une petite satisfaction de consommation d'une barre aux glucides, par exemple. Parce que le discours environnant, c'est quoi ? Si vous faites un régime, à partir du moment où vous êtes en hypocalorie toute la journée, vous pouvez très bien consommer une barre de céréales de la marque que vous aimez, vous pouvez consommer une pizza, vous pouvez consommer un sandwich, du pain blanc, tout ce que vous voulez, vous en foutez du moment que vous respectez vos macros et que vous êtes en hypocalorie. Donc ça, c'est le discours séduisant, moderne, de la perte de poids, qui est même recommandé, on va dire, à un niveau au-dessus du grand public, c'est-à-dire au niveau presque médical. Hein. Ce qui n'est pas faux, hein, encore une fois. Et évidemment, si vous êtes en hypocalorie, vous avez le droit de vous permettre certains aliments catégorisés comme, entre guillemets, malsains ou obésogènes, parce que vous êtes en hypocalorie, donc du coup, vous ne prendrez pas de poids, voire vous en perdrez. Sauf qu'après, en fait, c'est un petit peu comme une bagnole. Et le carburant que vous allez mettre dedans. Évidemment, si vous mettez du carburant de merde et de l'huile de merde dans un moteur, la voiture va quand même rouler, hein, y a pas de problème. Sauf que la durée de vie du moteur va être plus courte. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une usure prématurée, une lubrification qui se fera moins bien, etc. Donc le moteur va perdre en efficacité, donc les chevaux vont baisser, la compression va baisser, enfin voilà, toute la combustion également, enfin beaucoup d'organes vont s'encrasser, etc. au niveau du moteur, et vous allez avoir une détérioration à moyen long terme des performances et de la durée de vie.
c'est pareil sur l'organisme en fait. Si vous donnez un carburant de mauvaise qualité, donc typiquement c'est se baser uniquement sur les calories, c'est-à-dire on regarde pas l'intérieur de l'aliment, c'est-à-dire l'intérieur de ce qu'apporte un aliment, on regarde juste son apport calorique et on va dire aussi son apport en nutriments, donc protéines, glucides, lipides, et on s'arrête là, on va pas au niveau en dessous, qui seraient les micronutriments, donc quelles sont les vitamines, les oligo-éléments, est-ce que c'est un aliment transformé, est-ce qu'il y a eu des ajouts de matières, on va dire qui sont consommables, mais qui sont un petit peu transformés, c'est-à-dire apportés par l'homme et qui ont rien à foutre dans l'aliment, et bien toutes ces choses vont avoir des effets sur le moyen long terme. Ce qui veut dire que certains vont avoir des effets sur les hormones, d'autres vont avoir des effets sur le système cardiovasculaire, donc la rigidité artérielle, la fluidité ou non du sang, j'ai plus le terme là, c'est la structure endothéliale, je sais plus comment on appelle ça, mais vous savez, la structure à l'intérieur des artères, des vaisseaux. Vous allez avoir également des trucs qui vont plus ou moins, des substances qui vont plus ou moins impacter, on va dire, donc le système nerveux sympathique et parasympathique, ce qui va vous faire avoir pas la même sensation de vie, j'ai envie de vous dire, au quotidien, puisqu'il y en a un qui va être plutôt calmant, l'autre plutôt excitant, etc. Bon bref, je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est vrai que si vous observez bien, globalement, le grand public, c'est le premier niveau de lecture, c'est-à-dire on voit tous sous le monde des calories. Donc vous pouvez manger ce que vous voulez du moment que ça rentre dans vos macros. Ça, c'est pas le premier niveau de lecture. Premier niveau de lecture, donc le grand public, ça va être surtout les graisses. Ils vont réduire les graisses et aller faire de la course à pied. Deuxième niveau de lecture, ça va être la première couche des pratiquants de fitness et de ceux qui n'ont pas trop envie de comprendre, de chercher. Ils essayent de simplifier, de hacker le système. Donc ça va être, vous pouvez manger ce que vous voulez du moment que ça rentre dans vos macros et que vous faites de la musculation à côté. Donc c'est les hackers du fitness, ceux qui pensent avoir trouvé la méthode magique qui fonctionnera pour tout le monde sur le court terme. Hein, je dis pas, sauf que bon, il va y en avoir qui vont se cracher très rapidement. Et après, vous avez ceux qui veulent voir de plus long terme, c'est-à-dire qui veulent essayer de faire bien maintenant pour avoir des résultats, parce que le but c'est, voilà, quand on a le désir d'avoir des abdos visibles ou d'avoir plus de biceps ou avoir des meilleures performances en course à pied ou peu importe, il y a cet effet court terme, mais également long terme. On a envie de durer. Donc, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, est-ce que la diète que j'applique aujourd'hui m'est bénéfique aujourd'hui et sur le long terme, ou juste aujourd'hui et pas sur le long terme? Alors il y en a qui vont dire si ça n'est pas sur le long terme, ça peut pas être aujourd'hui. Eh bien vous avez pas tort en disant ça, sauf que ça n'est pas vérifiable sur le court terme. C'est-à-dire qu'une usure liée à une mauvaise alimentation, j'aime bien parler de termes d'usure ou d'encrassement lié à une mauvaise alimentation, on ne voit pas les effets sur le court terme, sauf si vous faites attention tout le temps. Par exemple, quand on part en vacances, vous vous mettez à manger différemment, vous ressentez tout de suite les effets d'une alimentation un peu plus riche et tout ça, parce que vous êtes habitué à manger très sainement le reste de l'année. Donc ça, c'est des effets aigus que vous ne pouvez percevoir que si vous avez un mode de vie comme vous, comme moi, mais le grand public qui ne fait pas attention à ce qu'il mange, globalement c'est le cas, puisqu'il n'y aura pas autant d'obèses et de surpoids, ne se rend pas compte de ça. Ils ne voient pas, puisque tous les jours ils ont un état qui leur permet pas de sentir ces différences et ces nuances là. Donc c'est pour ça que souvent ils vous disent mais moi je compte juste mes macros, ça va très bien, blablabla quoi. Et puis on leur fait manger des brocolis comme ça à vapeur, ils ont limite la diarrhée parce qu'ils sont pas habitués à manger des brocolis, des fibres et tout. Et ça en fait faut se dire une chose, c'est que c'est pas normal en fait. Hein. C'est que le microbiote n'y est pas adapté, il faut s'y adapter. Sauf si vous avez une pathologie de type intolérance aux FODMAPs, etc. Mais même ça, on vous dira que cette intolérance est très souvent due à un microbiote qui n'est pas adapté. Il faut gentiment les inclure en très petite dose. J'ai fait un cours sur les antinutriments et les FODMAPs, allez le voir. Vous tapez les bons mots-clés sur mon site, vous les trouverez. Et c'est très intéressant de comprendre comment se sortir de ce nid de poule. Bon, troisième sujet. Perte de virilité si vous postez une photo sur les réseaux sociaux. Alors, une étude récente qui a été publiée dans l'European Journal of Marketing par Andrew B. Edelbaum et Nathan B. Warren met en lumière un stéréotype unique lié à l'utilisation des médias sociaux
par les hommes. Donc l'étude révèle que les hommes qui publient fréquemment sur les réseaux sociaux sont perçus comme plus féminins. Cette perception est expliquée par un sentiment de besoin associé à ces publications fréquentes. Étonnamment, ce stéréotype ne s'applique pas aux femmes, quelle que soit la fréquence de leurs publications. De plus, cette perception demeure que les publications concernent d'autres personnes ou soi-même, et qu'elles soient partagées par des influenceurs ou des utilisateurs ordinaires. Donc les auteurs suggèrent que ce stéréotype pourrait décourager certains hommes de participer activement en ligne. Ils encouragent les gestionnaires de plateformes à ajuster leur stratégie d'engagement pour tenir compte de ces stigmates uniques et à repenser la structure de leur plateforme pour mieux répondre aux besoins de différents groupes de consommateurs. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on est dans un monde, le fitness, qui est très visuel. Puisqu'on va pas se le cacher, le meilleur atout marketing dans le monde du fitness, que vous soyez coach, que vous soyez vendeur de compléments alimentaires, que vous soyez, je sais pas moi, peu importe en fait le domaine, dès que c'est lié à l'image, donc le souhait d'avoir des abdos, vous mettez l'image d'un athlète ou d'une athlète, c'est beaucoup plus vendeur que l'image d'une personne un peu bedonnant qui fait que avoir de la théorie et pas de pratique. C'est comme ça, c'est instinctif, c'est limite animal, c'est archaïque, c'est comment on appelle ça déjà, ça a un nom. Ah oui, je vais y arriver, je vais trouver. C'est reptilien, voilà, le cerveau reptilien qui parle. Alors, cette histoire de virilité, c'est marrant parce que observez autour de vous, vous avez peut-être des amis masculins qui postent très souvent sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce sont ceux que vous catégorisez, que vous jugez les plus virils ou non ? Également les influenceurs, des influenceurs qui postent non-stop, vous savez, des stories en permanence. Ils sont perçus comme plus féminins. Alors moins virils, puisque plus féminins. D'ailleurs, je savais pas, est-ce que c'est, ils le catégorisent comme, parce que la virilité aujourd'hui, on sait que elle est en équilibre, elle est sur la corde raide, hein. C'est-à-dire que la virilité, on va dire des années 70, 80, 90, essaye de ne plus être la même qu'aujourd'hui. Alors, c'est pas elle qui essaye de plus être la même, c'est le monde qui essaye de la transformer. C'est-à-dire que dans la virilité actuelle, on essaye d'inclure les émotions. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des stages pour hommes où vous avez le dépassement de soi, la force, la camaraderie, etc. Mais vous avez également, ils ont mis dedans les émotions qui étaient complètement mises de côté avant. Alors moi, je n'ai pas le recul pour vous dire si c'est bien ou non. Certains disent que c'est bien, d'autres qui disent que c'est pas bien, puisque ça forge un peu aussi de garder ses émotions, de se montrer fort et tout ça. Bon, il y en a qui disent qu'il y a du bon, du moins bon. Évidemment, ceux qui ont des choses à dire, des émotions à évacuer, c'est quand même bien d'en parler. Est-ce que c'est bien d'en parler avec ses amis ? Je sais pas. Hein, je sais pas. On verra sur le très long terme ce que ça donne. Mais aujourd'hui, en tout cas, sur les réseaux sociaux, la perception qu'ont les gens de poster souvent, ça les rend féminins et ça les dévirilise et ça crée en fait un biais. Un biais qui, comme je vous le dis à chaque fois, là où il n'y a pas de, comment on appelle ça, les trucs actuels, pas les dogmes, mais les mouvances actuelles, vous savez, le wokisme, d'être contre le masculin pour le féminin, etc. Toutes ces tendances-là, donc qui ont un petit peu comme l'écologisme, toutes ces choses-là, quand elles sont étudiées par des organismes comme le marketing, dès qu'il y a de l'argent en jeu, en fait, c'est là où en fait on perçoit souvent les réalités. Que ce soit les compagnies d'assurance ou le marketing pour vendre des produits, là, il n'y aura pas de bien-pensance ou de bonne morale. Il y aura juste de bon capitalisme et de, tiens, eux fonctionnent comme ça, eux fonctionnent comme ci. Donc, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Donc, pour plus vendre, il va falloir s'adapter à un public masculin, à avoir une certaine campagne marketing. Et pour plus vendre aux femmes, il faudra une autre campagne marketing. Donc du coup, pour eux, l'égalité, ils la voient pas, puisqu'il n'y a pas les mêmes publicités pour tout le monde. Donc on voit que dès qu'il y a de l'argent en jeu, dès qu'il y a des gros groupes, tout ça, ça disparaît. Et c'est vrai que
il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'empêcher, on va dire, de partager sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, puisque les réseaux sociaux, ça a quand même tendance à abrutir un petit peu, il y en a trop, et surtout les nouveaux sont très addictifs, et je vous invite à essayer de faire quelques pas en arrière pour essayer de vous en détacher, si vous le pouvez, hein. Mais bon, après, il y en a, je sais, c'est déjà trop tard, hein. Ils sont déjà dans la boucle de la dopamine, et c'est foutu. Mais bon, si vous arrivez à faire des samedis, j'avais lu, je sais plus ça où, mais des samedis, je sais plus comment ils appelaient ça, j'avais lu ça dans un magazine, des samedis un Shabbat numérique, ils appelaient ça, je crois. C'était un magazine où il faisait zéro équipement numérique durant une journée. C'est-à-dire que la personne n'avait plus de téléphone, plus d'ordinateur, plus rien en fait de numérique. Et je crois que le seul truc qu'il avait, il mettait sa puce dans un téléphone pas prépayé, mais presque, quoi, un 3310, un truc comme ça, juste en cas d'urgence. Mais sinon, le reste du temps, pas de smartphone, etc. Et la personne disait qu'il s'en sortait très bien, et que le dimanche matin, du coup, il se sentait beaucoup plus frais. Bon, je divague un peu, mais c'est pour les gens qui sont vraiment très accros au smartphone. Mais bon, il y a une autre catégorie, c'est les gens qui veulent vivre de leur passion, qui peut être le fitness, par exemple. Vous êtes coach, et je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui m'écoutent, mais vous avez un peu cette résistance de vous montrer, parce que vu par les collègues, ah là là, il se la joue influenceuse, lui aussi, il se poste devant le miroir, machin, ça peut un peu freiner. Ben, dites-vous une chose, c'est que oui, ça se dit, ça se sait même dans le monde du marketing, mais voilà, il faut soit vous lutter contre ça et vous y allez, parce que c'est qu'une perception, hein. C'est pas parce que vous êtes sur les réseaux sociaux que vous êtes viril ou pas. Enfin, ça a rien à voir avec ça, hein. C'est vraiment une façon d'être au quotidien. C'est vous, c'est profond, quoi. Mais il y a une perception après qui peut être différente, quoi. Donc, si vous vous basez essentiellement sur le regard des autres, effectivement, vous serez certainement perçu comme moins viril à poster en permanence sur les réseaux. Mais en même temps, si c'est votre activité professionnelle, et ben ça serait bon de temps en temps de poster, quoi, quand même, hein. Donc il faut réussir à trouver l'équilibre, quoi. Mais en tout cas, c'est étudié. Si vous le percevez comme ça, ben c'est normal, puisque le marketing a fait des études et ils ont trouvé ça aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ça ne marche pas chez les femmes. C'est-à-dire qu'une femme qui publie souvent ne va pas la rendre plus féminine, par exemple. C'est ce qu'ils expliquaient aussi. Bon. Est-ce que cette étude est morale? Cette observation est-elle morale pour la société dans laquelle on vit aujourd'hui? J'en sais rien. À vous de le dire dans les commentaires. C'est pas à moi d'en juger. Et si ça vous intéresse de lire cette étude, vous avez le lien également dans les notes de ce podcast. Et si vous avez envie justement de vous créer un entraînement intelligent en musculation, en cardio, allez voir ce que j'ai sorti ce week-end. Alors, les méthodes traditionnelles, qui vous disent de vous concentrer uniquement sur des exercices spécifiques. C'est-à-dire, par exemple, globalement, soulevé de terre, développé couché, squat. C'est ce que va vous recommander 99% des programmes sur Internet et des youtubeurs. Ouais, il faut faire ça et tout. La science moderne, donc celle qui observe la science du sport, la science des athlètes, etc., n'oubliez pas que derrière ça, il y a beaucoup d'argent. Quand je dis derrière ça, c'est pas derrière les youtubeurs et tout, il y en a aussi, mais derrière la science du sport, il y a beaucoup d'argent. Quand les gens disent oui, mais la science du sport, c'est bateau, c'est pas vraiment des athlètes, c'est le tout venant, etc. Il y a des études, oui, en médecine du sport sur le tout venant, comme vous dites, mais surtout sur des athlètes. Pourquoi? Parce que les athlètes, il y a énormément d'argent en jeu. Je vous garantis que celui qui arrive à rendre une équipe de foot plus performante, c'est pas des dizaines d'euros supplémentaires ou des petits partenariats de un poste contre 500 euros de la dernière protéine en poudre en story Instagram, hein. C'est des millions, voire des milliards, hein, en jeu. Donc non. Il y a des études sérieuses sur la médecine du sport et les athlètes et les façons de s'entraîner. Et la science moderne montre que la clé réside dans une approche beaucoup plus variable que squat, soulevé de terre, développé couché. Et c'est en fait la nouvelle saison de l'espace VIP, c'est là-dessus que je voudrais me baser. C'est-à-dire qu'il va y avoir des contenus comme d'habitude, mais je voudrais également
partager ce que j'ai appelé les entraînements intelligents, c'est-à-dire des manières de faire avancer votre entraînement, de le faire progresser en parallèle des dernières nouveautés au niveau de l'entraînement. Parce que la méthode la plus simple de clore le débat, c'est de dire de toute façon, squat développé couché, soulevé de terre, c'est la base et on n'avance plus. Ce qui permet en fait à ne plus avoir besoin de se former. En fait, on fait ça pour tout le monde, aller la même ordonnance et en avant. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas le seul, mais on n'est pas nombreux à avoir cette approche-là. Et je vous recommande d'aller voir justement le lien qu'il y a dans les notes de cette émission. Sinon, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. On se retrouve mardi prochain pour le nouvel épisode. Allez voir ceux que vous avez en retard et allez zioter un petit peu sur mon site. Toutes les dernières nouveautés, c'est www.fitnessmiss.fr. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.